s'organiser rapidement. Il y a 30 pays dans le monde qui s'organisent un peu de la même façon, c'est-à-dire donner une conférence le 14 janvier. Pour situer le sens de cette rencontre d'aujourd'hui, le 14 janvier, je traduis les premiers paragraphes du site de la Journée mondiale de la logique, qui dit « Pourquoi créer une journée mondiale de la logique? Les êtres humains sont classiquement considérés comme des animaux logiques, latinisés en tant qu'animaux rationnels. La logique en tant que raisonnement est une caractéristique centrale de l'être humain. Il n'est pas très difficile de voir ce qui peut être promu le 14 janvier, considéré comme la journée mondiale de la logique, c'est-à-dire la rationalité, la compréhension et l'intelligence. Le début de l'année est symboliquement bon. C'est bien de commencer la nouvelle année dans une perspective logique, selon le calendrier julien, donc promu par Jules César, en vigueur de moins 45 ou de plus 45 à 1582, encore en usage à certains endroits. Le 14 janvier est bien le jour du Nouvel An. Donc bonne année. Unifier tous les logiciens en une journée au début de chaque année est un bon moyen de renforcer la logique. L'idée de base d'une journée mondiale de la logique et d'autres projets connexes est de remettre la logique à sa première place, c'est-à-dire à la première place. Le professeur Serge Robert est le conférencier idéal pour cette journée mondiale de la logique. Je dirais tout d'abord qu'il est parmi les quelques professeurs qui ont contribué à fonder l'Institut des sciences cognitives en recherchant avec l'informatique, la linguistique, la philosophie et la psychologie les moyens de développer les sciences cognitives à l'UQAM. Le professeur Robert a excellé dans l'enseignement de la philosophie et de la logique. Il a dispensé plus de 200 occurrences de cours à plus de 6000 élèves à l'UQAM et à près de 1000 élèves à l'étranger. Il est également l'auteur de 3 livres scientifiques, 54 articles au chapitre de livres, 324 conférences scientifiques en français, anglais ou espagnol dans différents pays. Donc nous sommes très heureux de l'avoir avec nous en cette occasion, qui est une occasion de remettre la logique à la première place, mais aussi de célébrer celles et ceux qui y excellent. Je laisse la parole à Serge. Merci Albert pour cette introduction et ces bons mots. Je voudrais dans un premier temps, avant d'entrer dans le vif du sujet, remercier les personnes qui travaillent sur une base régulière à l'Institut des sciences cognitives, Albert Lejeune, d'autre part Mélissa Desrochers et Mireille Plourde, oui, qui sont seulement 3 comme personnel régulier à l'Institut des sciences cognitives, mais qui font un travail remarquable. Quand l'Association internationale des logiciens m'a envoyé un mail pour me dire on veut faire une journée mondiale de la logique, partir d'une tradition, est-ce que tu préfères quelque chose à l'UQAM, comme ça ton pays, le Canada, fait partie des pays qui font une activité ce jour-là. Et j'ai envoyé un mail à Albert en lui disant qu'est-ce que tu en penses, penses-tu que je devrais faire quelque chose? Et tout de suite Albert a dit oui, absolument, on embarque. Et ça montre bien l'esprit qu'il y a chez ces personnes à l'Institut des sciences cognitives. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Logique non classique, modélisation de la cognition et intelligence artificielle ». Après coup, je ne suis pas certain que c'est le bon titre. J'aurais pu en avoir un plus directement lié à ce dont je vais parler, mais en fin de compte, je vais quand même parler de ces choses-là, mais peut-être pas de manière aussi centrale que ce que le titre peut montrer. Alors, aujourd'hui est le First World Logic Day, et comme le disait Albert tout à l'heure, dans une trentaine de pays, il y a une activité scientifique autour de la logique. Bien sûr, en Pologne, ils font toujours plus de logique que les autres. Alors, il y a 7 universités en Pologne où il y a un événement aujourd'hui pour célébrer cette journée-là. Pourquoi le 14 janvier? Il y a d'une part ce qu'Albert disait à propos du calendrier julien. Le 14 janvier était pendant plus de 1000 ans le début de l'année calendrier, mais aussi pour célébrer l'anniversaire d'Alfred Tarski, de la naissance d'Alfred Tarski, qui est né un 14 janvier en 1901, et d'Alfred Gödel, qui est mort un 14 janvier en 1978. Comme vous le savez, ce sont certainement 2 des plus grands logiciens du 20e siècle. Et
Ils ont tous les deux beaucoup souffert de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui ne les a pas empêchés de faire leur contribution scientifique magistrale. Heureusement, ils ont pu être recueillis dans des universités américaines, Alfred Tarski à l'Université de Californie à Berkeley et Kurt Gödel à l'Université de Princeton, que j'ai eu la chance de fréquenter quelques années après son décès. Alfred Tarski a terminé sa vie, on dit, de manière très heureuse, puisqu'il était professeur émérite à Berkeley et qu'il passait ses journées à aider les étudiants à la cafétéria, à la bibliothèque, à faire leurs devoirs de logique et de maths. Alors, on peut deviner qu'au début des années 80 et à la fin des années 70, il y avait beaucoup d'en plus dans les cours de logique et de maths à Berkeley. Quant à Kurt Gödel, ça a été plus malheureux parce que, étant ami avec beaucoup de juifs, il était autrichien, mais étant ami avec beaucoup de juifs, notamment on dit qu'il était le meilleur ami d'Albert Einstein, il a eu mal à partir avec les nazis lorsqu'il était en Europe, c'est ce qui l'a emmené à fuir aux États-Unis. Et quand il était aux États-Unis, il était persuadé que les nazis avaient émigré aux États-Unis comme lui et qu'ils essayaient de l'empoisonner, de sorte qu'à la fin de sa vie, il s'est laissé mourir de faim. Et il a eu une mort sûrement à cause. OK. Alors, voilà pour les petits détails historiques. Notre objectif dans cette présentation, retracer des moments importants de l'histoire de la logique contemporaine relativement à la modélisation de la cognition et au développement de l'intelligence artificielle. C'est pour ça aussi que c'est dans le cadre de l'Institut des sciences cognitives que je voulais faire cette intervention. Ce n'est pas une intervention exclusivement pour logiciens, c'est une intervention qui est au carrefour de la logique des sciences cognitives et de l'informatique. Et pourquoi retracer ces moments-là en vue de montrer la pertinence et les limites du recours à la logique en sciences cognitives et en intelligence artificielle? Ce que nous allons voir aussi, c'est que la logique, pour certaines raisons que nous allons regarder ensemble, a eu parfois mauvaise presse. Et ce que je fais maintenant est un peu pour réhabiliter en partie la pertinence de la logique. Et un objectif à plus long terme ici, c'est de dépasser les limites des approches symbolistes et naturalistes en sciences cognitives et en intelligence artificielle. D'abord, des notions de base. Ceux qui ont suivi les cours de logique avec moi, je ne voudrais pas vous ennuyer, mais j'ai quelques diapositives qu'il est nécessaire de parcourir avant d'aller plus loin dans du matériel plus nouveau. Une logique, c'est un langage formel, par opposition à un langage naturel, de sorte que ce n'est pas une communauté d'êtres humains qui, spontanément, en interagissant, construit un langage, mais c'est plutôt quelque chose qui est construit sur un tableau par des spécialistes, un peu comme les mathématiques. Donc, c'est un langage formel et qui vise à quoi? À faire des inférences déductives valides. Une inférence, c'est un traitement de l'information qui permet de tirer de l'information, une conclusion, à partir d'autres informations, des prémices. Donc, la logique dans notre activité cognitive, ce n'est pas premier, c'est quelque chose qui est secondaire. Il faut avoir d'abord l'information pour ensuite faire des raisonnements sur les informations que nous possédons. Et qu'est-ce qui fait qu'une inférence est valide? C'est le fait qu'il y a un maintien de la vérité, ce qu'on appelle en anglais le caractère truth preserving des inférences logiques. C'est-à-dire, si on présume que nos prémices sont vraies, alors la conclusion sera nécessairement vraie. Si je présume qu'il est vrai que tous les A sont des B, que tous les B sont des C, alors nécessairement, on peut en déduire qu'il va être vrai que tous les A sont des C. Donc, c'est ce qui fait une inférence valide, et la logique est une langue formelle qui a été créée par les logiciens pour faire des inférences logiquement valides. Dans un langage formel comme la logique, on a fondamentalement deux types d'entités. Des objets sur lesquels on raisonne et des opérations que l'on fait sur ces objets. Maintenant, qu'est-ce que la logique classique, qui est la première des logiques qui a été élaborée dans sa version non formelle il y a déjà 2500 ans par Aristote, et dans sa version formelle au début du 20e siècle par des gens comme Bertrand Russell? Une logique classique, c'est une logique qui est vérifonctionnelle, assertorique, extensionnelle et bivalente. La vérifonctionnalité fait en sorte que les opérations sont des fonctions de vérité, des transformateurs de valeurs de vérité comme le vrai et le faux. Un système formel a des opérateurs qui transforment des objets. Par exemple, l'addition transforme 2 et 4 pour donner 6. Une opération logique, c'est un transformateur de valeurs de vérité. C'est une algèbre du vrai et du faux. L'assertoricité maintenant. Les objets sur lesquels on fait des opérations sont des assertions. On pourrait dire ensemble, si on parle en termes linguistiques, des propositions à l'indicatif présent. Et ça montre tout de suite le caractère limité de la logique classique, dans la mesure où beaucoup de nos énoncés sont au futur, au passé composé, au subjonctif imparfait, et ainsi de suite. Pourquoi?
peu de gens aujourd'hui parlent aussi, donc c'est imparfait, c'est dommage. L'extensionnalité. Les relations logiques entre les objets sont des relations quantitatives, du point de vue du nombre d'objets. OK? Et la bivalence, il y a deux valeurs de vérité, le vrai et le faux, ou si on veut parler en termes algébriques, le 1 et le 0. Et donc, quand la logique est classique, elle a ces quatre propriétés qui sont limitatives, mais qui en même temps sont un bon départ pour faire de la logique plus complexe. Une logique non classique, si elle n'a pas toutes les propriétés précédentes. Dès qu'il lui manque une des quatre propriétés précédentes, elle n'est plus une logique classique, elle est une logique non classique. La logique classique dans la naissance des sciences cognitives, le paradigme symboliste. La logique classique a été très importante pour le développement de la première école de pensée qu'on a eue dans les sciences cognitives et dans l'informatique. L'approche psychologique la dominante dans la première moitié du 20e siècle, c'était le behaviorisme. Les psychologues ont voulu avoir une méthode expérimentale aussi rigoureuse et aussi basée sur l'observation des faits que les physiciens, les biologistes ou les chimistes. Alors, à ce moment-là, ils ont eu l'idée que, par exemple avec des gens comme Skinner, que le comportement d'un être humain, en particulier et en général d'un système intelligent, c'est d'être capable de capter des stimuli et de répondre à ces stimuli par une décision et une action. Et ce qui se passe entre les deux, comme ce n'est pas observable directement, les behavioristes ont parlé de la boîte noire. Et donc, pour eux, il s'agissait d'associer des stimuli à des réponses sans parler du contenu interne de l'esprit. La psychologie mentaliste s'est développée à partir d'après la Deuxième Guerre mondiale, à partir des fins des années 40 et des années 50. C'est une psychologie selon laquelle, entre le stimulus et la réponse, on peut faire des hypothèses sur le contenu de la boîte noire, en l'occurrence par l'étude du langage. Les humains sont capables d'exprimer le contenu de leur pensée par le langage, et donc à ce moment-là, en étudiant ce qu'ils disent, nous pourrons faire des hypothèses sur le contenu de cette boîte. L'approche symboliste représentationnaliste dans la naissance des sciences cognitives et de l'informatique a été basée sur les années suivantes. Entre les années 1940, fin des années 40 et les années 80. Penser, c'est de la manipulation de symboles. Et connaître, c'est se représenter adéquatement par des symboles organisés logiquement l'organisation du monde. Ceci est lié aussi à un dualisme ontologique, à savoir que l'univers est constitué de deux sortes d'entités. Le monde avec ses objets physiques d'une part, puis d'autre part, la pensée humaine, qui vient peut-être du ciel. Vous voyez peut-être derrière ça aussi un dualisme religieux pour plusieurs. Et d'autre part, ce dualisme-là est lié à un dualisme anthropologique, c'est-à-dire que l'être humain est typique de cette dualité. Par notre corps, nous appartenons au monde physique, et par notre esprit, nous appartenons à ce monde de la pensée. Et deux grands auteurs ont été très importants pour fonder cette approche des sciences cognitives, à savoir Jerry Fodor et Noam Chomsky. Pour Fodor, je vous rappelle que la pensée est organisée comme un langage, et donc on peut étudier la pensée en étudiant le langage des humains. C'est la thèse du mentalese, qui sera en fin de compte la langue derrière le Chinese, le French, le English, and so on. Okay. Et d'autre part, cette thèse-là, cette thèse philosophique de Fodor est liée à la thèse de Chomsky sur la grammaire universelle, à savoir que derrière les grammaires particulières de chacune des langues naturelles, il y aurait une grammaire universelle qui serait innée. Le langage est donc, de ce point de vue-là, une grammaire logique, et on a ainsi une conception qui est la base syntaxique du langage. Il y a une grammaire universelle derrière les grammaires particulières de chaque langue. Et la logique mentale est dans cette boîte, et cette boîte désormais n'est plus considérée comme une boîte noire. Et ceci a donné lieu à la théorie de certains psychologues comme Rips, Brain ou O'Brien, théorie selon laquelle le raisonnement humain serait la mise en œuvre d'une logique mentale. Ce qui ferait en sorte que quand les humains raisonnent, ils sont portés à raisonner d'une manière logique, ce qui enlèverait du job à des professeurs de logique comme moi, si cela était vrai. Et d'autre part, ça fait en sorte que lorsqu'on est devant un raisonnement, la plupart des gens diraient, devant un raisonnement logiquement valide, ben oui, cela va de soi. Or, vous allez voir que ce n'est pas du tout ce qui se passe. La logique classique dans la naissance de l'informatique, le paradigme symboliste. Donc, le paradigme symboliste, il a non seulement permis le développement de la grammaire universelle de l'école de Chomsky en linguistique, il a permis non seulement le développement d'une approche analytique en philosophie qui est celle des empiristes logiques,
mais il a permis aussi le premier paradigme de l'informatique. Et dans les fins des années 40, début des années 50, des gens comme Shannon, par exemple, Wiener, et ainsi de suite, ont construit les premiers programmes informatiques. Les systèmes experts à base de règles sont le modèle paradigmatique de cette intelligence artificielle symboliste. Les systèmes experts à base de règles, du moins les premiers qu'on a eus, fonctionnaient ainsi. Un expert, qu'il soit humain ou artificiel, possède un ensemble de règles, ce qu'on appelle les if-then rules, qui lui permettent de faire des choses que les autres agents ne peuvent pas faire. Un expert, donc, est celui qui connaît les if-then rules que les autres ne connaissent pas. Et donc, on peut automatiser ces règles dans un système expert. Ces règles constituent des relations entre des antécédents et des conséquences, c'est-à-dire des conditions. Dans telle condition, ce qui est à propriété de faire pour résoudre notre problème, c'est de faire telle action. OK. Un système expert à base de règles de cette nature-là, donc, va comprendre une base de connaissances des règles qui sont stockées dans notre mémoire à long terme, si on parle des humains, ou dans la mémoire à long terme de la machine, si on parle de programme informatique. D'autre part, on a une base de faits, c'est-à-dire des faits qui nous sont donnés dans notre mémoire à court terme. Et il y a un moteur d'inférence qui relie les faits et les règles pour tirer une conclusion. Ce raisonnement est basé sur les données et à partir d'une information complète sur la situation, on va vers une solution. Vous pouvez deviner qu'un des problèmes qu'on a vite rencontrés, c'est qu'on a rarement, sinon jamais, une information complète sur la situation. Et le type de raisonnement sur lequel est basé ce type de programme expert, c'est un raisonnement déductif par modus ponendo ponens. Je rappelle que ponere en latin veut dire poser, de sorte qu'on peut dire en affirmant, j'affirme. C'est ce qu'on appelle les règles c'est-à-dire des programmes experts à base de règles basés sur du forward chaining, c'est-à-dire qu'on fait de l'enchaînement par en avant. Si on est dans telle situation, les conditions, alors c'est telle action qu'il faut faire. On est dans telle situation, donc faisons cette action-là. Et donc, c'est un programme expert à base de règles basé sur le raisonnement logique qui est le plus simple raisonnement logique de la logique classique des propositions. OK. Les limites cognitives de la logique classique. De nombreuses découvertes en psychologie du raisonnement. D'abord, ces programmes experts de première génération ont eu peu de succès parce qu'il fallait être capable d'inventorier toutes les situations possibles, tout le contenu possible de P, ce qui n'est pas évident. Pour faire, par exemple, un programme expert d'expertise médicale, de diagnostic médical, il fallait faire une liste de toutes les conditions observables qu'un médecin peut rencontrer devant un patient, ce qui est impossible, bien sûr, à construire. Et par ailleurs, il y a de nombreuses découvertes qui ont été faites en psychologie du raisonnement depuis les années 60, depuis notamment 1966. À savoir que les humains ne raisonnent pas souvent conformément à la logique classique. Premier problème. Et ils font deux types d'erreurs du point de vue de la norme de la logique. Le premier type d'erreur, ce sont des sophismes. Et ça, c'est connu depuis les travaux de Wasson, notamment son expérience, sa célèbre expérience des cartes de Wasson, en 1966. Et donc, faire un sophisme consiste à considérer cognitivement certaine une conclusion qui n'est que possible. Prenons un exemple simple avec lequel je vais travailler pour la suite. Marie et son devoir. On dit par exemple, si Marie a un devoir à faire, alors elle va étudier tard à la bibliothèque. Et là, je vais vous faire un modus ponendo ponens. Elle a un devoir à faire, donc elle va étudier tard à la bibliothèque. Si c'est vrai que lorsqu'elle a un devoir à faire, elle va étudier tard à la bibliothèque, et si c'est vrai qu'elle a un devoir à faire, nécessairement il sera vrai qu'elle va étudier tard à la bibliothèque. Et la plupart d'entre nous, heureusement pour nous, faisons correctement ce raisonnement-là. Cependant, il peut arriver qu'on est dans la situation, si Marie a un devoir à faire, alors elle va étudier tard à la bibliothèque. Et je me rends à la bibliothèque ce soir et je vois que Marie étudie tard à la bibliothèque. Et j'en conclus donc c'est qu'elle avait un devoir à faire. C'est un sophisme dans la mesure où il est possible qu'elle soit là parce qu'elle avait un devoir à faire. Il est possible qu'elle soit là pour une autre raison, ne serait-ce que rencontrer son amoureux qui lui a un devoir à faire, par exemple. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que nous sommes portés systématiquement à faire beaucoup de sophismes, notamment le sophisme dont j'ai parlé. Par ailleurs, depuis 1989, avec les travaux de Rootburn et de ceux qui ont suivi Rootburn, on voit que les humains ont tendance aussi à faire l'inverse,
C'est-à-dire, au lieu de considérer certaines une conclusion qui n'est possible, considérer qu'on n'a pas à tirer la conclusion alors qu'il y a une conclusion qui s'impose logiquement. C'est ce qu'on appelle la suppression d'inférence valide. On refuse, pour des raisons cognitives, de tirer une conclusion logiquement valide. Dans le premier cas, du point de vue de la logique, quand on fait des sophismes, on est trop bavard. On pense avoir des certitudes qu'on n'a pas. Dans le deuxième cas, on est trop discret du point de vue de la logique. C'est-à-dire qu'il y a des conclusions logiques qu'on aurait le droit de tirer, mais qu'on ne veut pas tirer. L'exemple, je reprends l'exemple de Marie. Si Marie a un devoir à faire, alors elle va étudier tard à la bibliothèque. Et elle a un devoir à faire, tous les participants à l'expérience vont dire donc elle va étudier tard à la bibliothèque. Deuxième expérience, on dit aux mêmes participants, si la bibliothèque est ouverte, Marie va étudier tard à la bibliothèque. Et la bibliothèque est ouverte, donc tout le monde va dire Marie va étudier tard à la bibliothèque. Ensuite, troisième expérience avec les mêmes participants, si Marie a un devoir à faire, elle va étudier tard à la bibliothèque. Et Marie a un devoir à faire, donc, et personne ne va dire elle va étudier tard à la bibliothèque, on va dire une minute, ça dépend si la bibliothèque est ouverte. OK? Donc, pour des raisons cognitives, ils vont refuser de faire un raisonnement logiquement valide. Le modus ponens. Qu'est-ce que les logiciens ont fait face à ça? Ils ont eu tendance à avoir une perspective normativiste qui est la leur, de dire, ben, c'est comme ça, les humains sont un peu bêtes, mais ils auraient dû éviter le sophisme et éviter la suppression d'inférence valide. Qu'est-ce que les psychologues du raisonnement disent? Vous voyez bien à partir des expériences de Wilson et à partir des expériences de Bird que les humains ne sont pas des logiciens spontanés, ne sont pas naturellement logiciens, et même ça a une certaine pertinence de faire ce qu'ils font. OK. Ma position va être exactement opposée aux deux approches et donc intermédiaire entre les deux. La réaction des logiciens, le raisonnement humain peut être logique, peut-être à ce moment-là qu'il faudrait sortir des limites de la logique classique et donc développer des logiques qui seraient peut-être non assertoriques ou peut-être non vérifonctionnelles ou non extensionnelles ou non bivalentes ou une combinaison de 2, 3 ou 4 de ces possibilités-là. C'est ce que plusieurs logiciens ont tenté de développer. D'autre part, les sophismes et le raisonnement créatif. L'étude des sophismes par les psychologues et l'étude des raisonnements créatifs, notamment par des gens qui travaillent sur le raisonnement logique, nous amène à la conclusion qu'il s'agit des mêmes structures de raisonnement. Mais peu ou pas de gens le disent, dans la mesure où les disciplines sont cloisonnées et que les psychologues regardent comment les individus font les sophismes et que les logiciens vont analyser la structure des raisonnements. On peut classifier les sophismes et les raisonnements créatifs comme suit. 3 types de raisonnements créatifs. Les raisonnements inductifs, de la généralisation extensionnelle, c'est-à-dire qu'on fait une induction sur des objets. Ce qui s'applique à certains pourrait s'appliquer à tous. On pourrait, en langue naturelle simple, résumer ce type de raisonnement-là ainsi. À partir de l'observation de plusieurs signes blancs, j'émets l'idée qu'ils sont tous blancs. C'est d'ailleurs ce que les ornithologues ont fait au 18e siècle en Europe avant d'aller en Australie et découvrir les signes noirs. Qui maintenant sont dans tous les jardins zoologiques, mais à l'origine n'étaient qu'en Australie et Nouvelle-Zélande. Raisonnement analogique, une autre forme de généralisation, mais cette fois-ci intentionnelle. Pas une induction sur des objets, mais une induction sur des propriétés. On pourrait le résumer en langue naturelle par ce qui se ressemble pourrait être identique. On peut considérer, par exemple, que lorsque nous faisons des métaphores, je pense par exemple au livre de Lakoff et Johnson, Metaphors We Live By, ça nous montre bien comment la métaphore, c'est un processus cognitif d'inférence analogique. À partir de la ressemblance entre les propriétés des hommes et celles des êtres, j'en conclus qu'ils sont de la même espèce. OK. Et enfin, les raisonnements abductifs. Nous avions eu une séance sur l'abduction l'an dernier à l'Institut de sciences cognitives. Et on a vu que l'abduction, c'était une inférence par laquelle on établit une symétrie. On pourrait le traduire en langage spontané de la façon suivante. Ce qui fonctionne dans un sens pourrait aussi fonctionner dans le sens inverse. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait le sophisme avec Marie et son devoir. Si Marie a un devoir à faire, alors elle va être tard à la bibliothèque, et elle a un devoir à faire, donc elle va être tard à la bibliothèque. Et inversement, si elle est tard à la bibliothèque, c'est parce qu'elle a un devoir à faire. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, on établit une symétrie, et la deuxième inférence n'est pas logiquement valide. Elle est un sophisme, mais en même temps, elle est l'élaboration d'un raisonnement abductif. A est habituellement suivi de B, et B s'est passé, donc cela doit donc dépendre de A, ce qui est la structure typique de ce qu'est un raisonnement abductif. OK. La créativité est ainsi un processus inférentiel. On voit de cette manière-là qu'on ne crée pas des idées nouvelles à partir de rien, mais que nous avons des procédures de gestion d'information qui nous permettent de créer du nouveau. OK. 2 grandes familles de raisonnement qu'on peut tirer de ce que je viens de présenter.
Le raisonnement logique et d'autre part le raisonnement créatif. Un raisonnement logique, il est non ampliatif, truth preserving et monotone. C'est-à-dire qu'un raisonnement logique, par exemple, si P alors Q, et il se passe P, donc Q va se passer, mon raisonnement pour modus ponens, il est non ampliatif. Il n'augmente pas la quantité d'informations, il ne fait qu'expliciter l'information implicite. Ainsi, si tous les A sont B et que tous les B sont C, dire en conclusion que tous les A sont C, c'est une formation originale nouvelle, mais son contenu d'information est implicitement contenu dans le contenu des prémices. De sorte que le raisonnement logique explicite une information implicite et ne crée pas une nouvelle quantité d'informations. Les raisonnements créatifs, au contraire, comme par exemple les inductions, les analogies, les abductions, ils sont ampliatifs, ils augmentent l'information. Si je dis j'ai vu 50 signes blancs, donc tous les signes sont blancs, ou il est possible que tous les signes soient blancs, j'ai une quantité d'information plus grande qu'auparavant. Ce que j'avais appliqué à un nombre restreint d'individus, je l'applique maintenant à l'ensemble de mes individus. Il est aussi non certain, non truth preserving. Parce que j'augmente la quantité d'information que je mets sur la conclusion, je prends le risque de me tromper. Et donc, à ce moment-là, il n'a pas la certitude du raisonnement logique. Et il est non monotone, c'est-à-dire que la monotonie dans le raisonnement logique, c'est tel que si Marie a un devoir à faire, qu'elle est étudiante, alors elle est étudiante à la bibliothèque, et elle a un devoir à faire, elle va être étudiante à la bibliothèque. Et si on me dit, oui, mais par contre, Marie a des grands pieds, ou Marie a des cheveux longs, ou peu importe quelle autre information nouvelle, ça ne change rien à la valeur de mon raisonnement. Mon raisonnement est monotone. Toute nouvelle information n'altère pas la validité logique du raisonnement logique. Alors qu'un raisonnement créatif, il est non monotone. Par exemple, si je dis tous les signes que j'ai rencontrés sont blancs, donc tous les signes sont blancs, puis je vais en Australie que je vois des signes noirs, je dis, une minute, ça affecte la valeur de la conclusion. Désormais, c'est plus tous les signes sont blancs. La grande majorité des signes, notamment quand ils viennent d'Europe, sont blancs, mais quand ils viennent d'Australie, ils peuvent être noirs. Et vous voyez à ce moment-là que le raisonnement créatif est non monotone. Et donc, il génère de l'information nouvelle et incertaine. Okay. Les raisonnements logiques explicitent de l'information et donc mettent les informations en système. Les raisonnements créatifs génèrent de l'information nouvelle, mais incertaine. Type d'inférence et cognition. Les inférences logiques et les inférences créatives ont toutes deux donc une pertinence cognitive. Quand nous voulons augmenter la quantité d'informations que nous possédons, les inférences créatives sont cognitivement pertinentes. Par exemple, avec l'induction, je peux élaborer une hypothèse universelle à partir de l'observation de faits particuliers. À propos de mon exemple, c'est ce qui se passait avec la couleur des signes quand j'ai fait l'hypothèse que tous mes signes étaient blancs. L'analogie, je peux appréhender l'inconnu à partir du connu. Je connais les arbres, les biologistes ont d'abord étudié les arbres, ils sont arrivés devant les êtres, dans la mesure où les feuilles étaient pareilles, ils se sont dit que les propriétés des arbres doivent s'appliquer aux êtres sans problème. Et donc, on peut appréhender l'inconnu à partir du connu. Et l'abduction, on peut remonter de l'effet vers la cause. Si Marie a un devoir à faire, elle va essayer dans la bibliothèque, et je la vois à la bibliothèque tard le soir, je dis, ah, elle va avoir un devoir à faire. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, on remonte des effets vers les causes. Chacun de ces types de raisonnement créatif peut jouer un rôle cognitif pertinent pour élaborer des hypothèses universelles, pour appréhender l'inconnu à partir du connu, pour remonter de l'effet vers les causes. Par ailleurs, quand nous voulons organiser notre information en système, ce sont les inférences logiques qui sont pertinentes. Si j'utilise les inférences créatives pour organiser ma bibliothèque, elle va être organisée de manière très poétique, mais ça va être difficile pour moi de m'y retrouver. Si je l'organise par la logique des classes, en classifiant mes livres selon les sujets, les domaines, etc., les périodes, je peux facilement retrouver mes livres. Et donc, pour organiser notre information en système, ce sont des inférences logiques qui sont pertinentes. L'étude des erreurs logiques des raisonneurs spontanés permet de découvrir les limites cognitives des raisonnements logiques et la pertinence cognitive des raisonnements non logiques. OK. À partir de là, de nouveaux programmes experts à base de règles ont pu être développés. L'étude du raisonnement abductif a permis de créer des programmes experts plus rapides que ceux qui étaient basés sur le modus ponens. À ce moment-là, on a parlé de programmes experts à base de règles par backward chaining, qui est basé sur l'idée qu'un expert, c'est celui qui connaît les hidden rules comme le commun des mortels ne connaît pas. Mais la plupart du temps, ce n'est pas celui qui est placé devant la condition, c'est celui qui est placé devant les faits, c'est celui qui est placé devant le résultat, il faut qu'il remonte vers la cause. Et donc, il est dans une situation plus souvent qu'autrement, cet expert, peu importe le domaine d'expertise dont on parle, il sait que lorsqu'il se passe P et ainsi de suite, il faut faire action Q, et il est devant la situation Q, ou encore lorsqu'il est dans telle situation P, etc., il va se produire l'effet Q, et on est devant l'effet Q.
Et donc, à ce moment-là, il va nous dire P est une solution possible. Donc, il s'agit d'un raisonnement adductif plutôt qu'un raisonnement logique. Et donc, on passe des programmes experts à base de règles logiques à des programmes experts à base de règles non logiques à des règles adductives. L'expertise, dans cette perspective, est vue comme une aptitude au diagnostic. Et c'est ce qui s'est appliqué, bien sûr, dans les programmes experts de médecine ou, par exemple, dans l'enquête policière, parce que le médecin est devant un malade qui a des symptômes, il faut qu'il remonte aux causes. Le policier, c'est la même chose, il est devant le cadavre qui est ensanglanté avec le poignard dans le cœur, et il doit à ce moment-là remonter vers quels sont les événements antérieurs qui ont produit ça, qui est le coupable. C'est moins long et plus direct que le forward chaining, parce qu'on n'est pas obligé de faire l'inventaire de toutes les situations possibles. On a juste à faire la liste des symptômes des malades, ou par exemple dans l'enquête policière, la liste des situations dans lesquelles les cadavres se trouvent, par exemple. Et donc, c'est plus direct que le forward chaining. Le prêt à payer, cependant, ça peut échouer parce que c'est logiquement non fiable. Et à ce moment-là, donc, ça procède par abduction et non par déduction. Arthur Conan Doyle, qui n'était pas un logicien, a eu le malheur de dire que Sherlock Holmes est un grand détective parce qu'il est un très bon logicien. Il est très bon en déduction. C'est faux. Ce que Conan Doyle fait et est tenu de faire parce qu'il n'en a pas le choix, c'est de l'abduction. C'est-à-dire qu'il connaît des scénarios formels possibles. Si telle personne est dans telle situation, alors elle va assassiner telle autre personne. Par ailleurs, une personne a été assassinée, il faut remonter en arrière pour trouver les causes. Et donc, à ce moment-là, Sherlock Holmes ne peut pas faire la déduction, il doit faire de l'abduction. Et c'est ce qui fait aussi que parfois, Sherlock Holmes se trompe. Comme c'est la fiction, c'est parfois qu'il se trompe. Quand on est dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans la vie réelle, c'est souvent que les inspecteurs de police se trompent. Dans Sherlock Holmes, quand c'est de la fiction, ce n'est que parfois qu'ils se trompent. Okay. La structure computationnelle de la logique classique. La logique classique des propositions forme un treillis de Boole. Sa structure est respectée quand nous raisonnons selon les lois de ce système logique. Ici, on prend une structure simple, une représentation simple du treillis de Boole, où j'ai deux événements, l'événement P et l'événement Q. Et mes lignes vertes sont telles que quand ceci est l'antécédent, c'est logiquement valide de tirer ceci est le conséquent. Prenons par exemple ici CJ. Il se passe P et Q. Si cela est vrai, ça implique qu'il se passe P, peu importe ce qu'il advient à Q, ce qui est logiquement valide. Et s'il se passe P, peu importe ce qu'il advient à Q, alors on peut dire qu'il est vrai que j'ai P ou Q. Et si c'est vrai que j'ai P ou Q, alors toutes les possibilités logiques entre P et Q, que j'ai P et Q, P non Q, non P et Q, non P non Q, est possible aussi. Et donc, vous voyez que ce que le treillis de Boole nous montre, c'est que le raisonnement logique est tel qu'il y a des inférences qui sont logiquement valides et d'autres qui ne sont pas. Aller de gauche vers la droite, c'est logiquement valide. Aller de droite vers la gauche, c'est logiquement invalide. Par exemple, si je dis si Marie a un devoir à faire, elle va être à la bibliothèque, ceci entraînerait, par exemple, que si elle a un devoir à faire, puis elle doit être à la bibliothèque, c'est équivalent. C'est-à-dire que si je disais, si ma mère a un devoir à faire, elle va être à la bibliothèque, ceci implique que si elle est à la bibliothèque, elle a un devoir à faire. Et donc que PQ serait équivalent. Donc, faire l'inférence de là vers là, ce serait un sophisme. C'est une erreur logique. C'est toujours en faisant des inférences de gauche vers la droite qu'on est dans le logiquement valide. Qu'est-ce qui se passe dans notre activité cognitive? C'est que parfois on fait comme ça et parfois on ne fait pas comme ça. OK. Les limites cognitives de la logique classique et de la logique non classique. Alors, les logiciens ont pu développer des logiques non classiques pour essayer de rendre compte de la partie importante de notre raisonnement qui n'est pas du raisonnement logique classique, qui serait néanmoins du raisonnement logique. Les limites de la sectoricité ont permis le développement des logiques modales. Le raisonnement porte souvent sur des assertions modulées, par exemple des modulations ontiques. Il est possible, plutôt que de dire il se passe P ou il se passe P, mais il est possible qu'il se passe P ou il est nécessaire qu'il se passe P. Et ainsi, on a développé des logiques, des modalités ontiques ou des modalités d'être. D'autre part, on a développé des logiques de modalités temporelles. Au lieu de dire j'ai P ou j'ai Q, bien, il est futur que j'ai P ou il est passé que j'ai P. Des modalités déontiques, plutôt que de parler de il se passe P ou il se passe Q, bien, il est permis de faire P ou il est obligatoire de faire P. On a développé donc ainsi différentes logiques modales. Logique des modalités épistémiques ou doxastiques, comme par exemple X sec P, logique épistémique, ou les X quoique P, logique doxastique. Ces logiques modales sont augmentées relativement à la logique classique. Autrement dit,
les lois de la logique classique, habituellement, sont dans ces logiques modales. Mais ça prend en plus des lois pour gérer le comportement du possible et du nécessaire, ou le comportement du futur et du passé, le comportement du obligatoire et du permis. De sorte que ça nous prend le trade-bowl que j'avais sur la diapo précédente, augmenté, plus d'autres propriétés structurales. OK. D'autre part, les logiciens ont travaillé sur les limites de la bivalence, d'où ils ont construit des logiques polyvalentes. Le raisonnement porte souvent sur des situations pour lesquelles nous jugeons qu'il y a plus que deux valeurs de vérité. Le possible, le probable, le fortement possible, le fortement improbable entre le vrai et le faux. Ou le plus que vrai, l'archi-vrai ou l'archi-faux, par exemple. Et de sorte qu'à ce moment-là, les logiques polyvalentes ont été développées comme des affaiblissements de la logique classique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le trade-bowl augmenté comme dans la logique modale, on prend le trade-bowl avec un petit marteau et on casse certains liens qu'il y a dans le trade-bowl. Pourquoi? Parce qu'on peut deviner que s'il y a plus de valeurs de vérité que le vrai et le faux, bien, avoir des raisonnements logiquement valides, c'est plus difficile à obtenir. Parce que toutes ces nuances-là viennent faire du bruit dans notre raisonnement. Toutes ces nuances de valeurs de vérité intermédiaires entre le vrai et le faux. Et donc, c'est un affaiblissement du trade-bowl. Les limites épistémiques. Notre connaissance du monde dans nos prémices n'est pas souvent sûre et précise, d'où les logiciens ont développé une logique des probabilités. Limite ontologique. Le monde n'est pas souvent défini de manière tranchée, d'où la logique floue. Donc, la logique des probabilités. Incertitude de ma connaissance. Au lieu de dire si Marie a devoir affaire à la étudiante à la bibliothèque, c'est dire la probabilité que Marie étudie tant à la bibliothèque, étant donné qu'elle a devoir affaire, est de 0,8. Ça veut dire que souvent, quand elle a devoir affaire, elle va étudier tant à la bibliothèque, mais pas toujours. Ça, c'est incertitude de ma connaissance. D'après moi, c'est 0,8. La logique floue, c'est une situation non tranchée dans le monde. Par exemple, est-ce que je suis sur la montagne ou dans la vallée quand je suis dans l'entre-deux? Donc, la logique classique n'est pas toujours optimale pour les sciences cognitives et pour l'informatique. Il nous faut souvent de logique plus flexible, sans les limites de la logique classique, pour modéliser et simuler le raisonnement, d'où logique modale, logique polyvalente, logique des probabilités, logique floue comme exemple de ces logiques. Les logiciens vont répondre par les logiques non classiques à certaines critiques qui ont été adressées à l'approche symbolique, mais pas à toutes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu répondre aux critiques qui concernent l'usage que les humains font fréquemment des inférences créatives. Et d'autre part, l'usage qu'ils font des suppressions d'inférences valides. Les logiques non classiques introduisent de la flexibilité dans le traitement des raisonnements logiquement valides, mais pas dans le traitement des sophistes ou des inférences créatives, et pas dans les suppressions d'inférences valides. Et donc, une troisième famille de programmes experts est apparue. Les programmes experts, donc, à base de règles logiques, première génération, basés souvent sur le raisonnement par modus ponens, comme on l'a dit tout à l'heure. Les programmes experts à base de règles non logiques, basés souvent sur le raisonnement par induction. Et enfin, les programmes experts à base de règles logiques probabilitaires, comme les réseaux bayésiens. À ce moment-là, l'expertise n'est plus définie comme l'application de raisonnement logique ou comme l'application d'adduction, mais bien comme estimation d'une probabilité de notre connaissance. Ou encore les programmes experts à base de règles logiques floues, où l'expertise est une estimation basée sur un état des choses qui est lui-même approximatif. Okay. L'avènement du paradigme naturaliste. Vous voyez donc comment toutes ces inférences non logiques que nous sommes portés à faire, et qui sont souvent cognitivement pertinentes, ont nui à la bonne réputation du raisonnement, du travail des logiciens. Plusieurs facteurs ont contribué à critiquer le paradigme symboliste, tandis que le symboliste était basé sur une approche logique de la cognition qui nous dit connaître, c'est raisonner, et raisonner sur des symboles d'une manière d'abord et avant tout logique. Le paradigme symboliste a été donc supplanté progressivement depuis les années 80-90 en sciences cognitives et en informatique par un paradigme naturaliste. Ce qui a causé ça, plusieurs facteurs, entre autres le développement des neurosciences, qui nous a montré qu'on ne pense pas n'importe quoi, n'importe comment, mais selon la configuration de notre système neuronal. L'étude des comportements animaux intelligents, qui était exclue d'entrée de jeu dans le paradigme symboliste, dans la mesure où ils n'ont pas accès à un langage articulé comme nous, donc ils ne seraient pas intelligents. Alors que beaucoup d'études sur l'éthologie animale nous ont montré qu'au contraire, les animaux sont capables de comportements très intelligents. Les développements de la biologie, notamment de la génétique et de l'écologie, qui nous ont montré qu'il y a des contraintes biologiques importantes sur notre pensée. Les sciences de l'environnement ont fait la même chose.
Les limites de l'IA symboliste aussi, qui arrivait à faire un petit peu de travail en intelligence artificielle, mais loin de faire tout le travail requis. Et l'étude du raisonnement humain non logique, notamment ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les inférences créatives et les suppressions d'inférences valides. Dans la perspective d'approche naturaliste, la cognition est vue comme une émergence d'une histoire naturelle du vivant, donc dans une perspective biologique et évolutionnaire plutôt que dans une perspective symboliste. C'est-à-dire que l'intelligence est un comportement biologique d'un organe qu'est le cerveau et non la mise en œuvre de règles formelles de manipulation de symboles. La rationalité humaine dans la perspective naturaliste est limitée par des contraintes, notamment par la contrainte de notre cerveau et de notre corps. Notre rationalité est incarnée. Dans notre environnement naturel, notre rationalité est située. Si je suis dans un environnement, je ne penserai pas comme si j'étais dans un autre environnement. Et aussi limitée par notre communauté sociale. C'est une grande partie de notre activité cognitive et des décisions que nous prenons et de la plus ou moins grande rationalité que nous avons dans nos décisions et dans nos actions nous est imposée par notre interaction avec les autres et peu de ce que nous pensons est original de nous. La définition d'un système intelligent selon un paradigme naturaliste, un système intelligent, au lieu d'être un système de manipulation formelle de symboles, il devient fondamentalement un système sensorimoteur, c'est-à-dire un système biologique qui travaille à survivre dans son environnement et il doit être capable de capter l'information, de la traiter et de faire une action motrice pour tenter de survivre dans son environnement. Cette définition s'explicite de la manière suivante. Donc, un système intelligent, c'est un organe biologique qui remplit cette fonction ou son équivalent artificiel si on parle de système intelligent artificiel. Les composantes d'un système intelligent, alors, seraient les suivantes. Donc, un système intelligent doit être capable de capter l'information. Il doit avoir donc des capteurs d'information comme nous avons nos organes sensoriels. Il doit être capable de catégoriser cette information. C'est pas seulement la capter, mais aussi l'organiser, lui donner un sens. Donc, la catégoriser. La mettre en mémoire. Un système cognitif qui n'aurait pas de mémoire ne serait pas capable d'être un système cognitif. Il faut qu'il ait un souvenir des perceptions et des catégorisations antérieures. Donc, une mise en mémoire d'information. Un rappel de l'information en prenant des jugements, en élaborant des jugements sur des situations et en faisant des inférences, dont les raisonnements sur ces situations. Je dis dont les raisonnements parce que ce qu'on appelait autrefois le raisonnement et qu'on confondait avec inférence, désormais il va falloir distinguer inférence et raisonnement. Inférence, c'est une relation entre une captation d'information et une action. Et en ce sens-là, il y a plein d'inférences dans le monde animal. Et le raisonnement, c'est une forme particulière, sophistiquée d'inférence qui est propre au système qui manipule des symboles, comme les cerveaux humains. Et d'autre part, une décision et une action. Et enfin, le retour sur tout ce processus-là par l'apprentissage, qu'on pourrait qualifier comme étant la correction de notre information à la lumière de situations nouvelles. OK. Les limites des approches symbolistes et naturalistes de l'IA. Dans l'approche symboliste, on donne un traitement explicite de l'information, c'est-à-dire une description séquentielle des opérations du système. Le système parle du fait que si Marie a un devoir à faire, alors elle va être citée dans la bibliothèque, et elle a un devoir à faire, donc elle va être citée dans la bibliothèque. Il y a une explicitation de manière séquentielle des différentes opérations que fait le système. Mais deux grandes faiblesses, il ne catégorise pas l'information. On doit lui donner de l'information déjà catégorisée. Dans le système symboliste, il faut donner des informations, feeder, si vous me permettez l'expression, le système avec des symboles. Okay? Donc, il ne catégorise pas l'information. On doit lui donner l'information déjà catégorisée. Il n'est pas capable d'apprentissage, sauf de rares exceptions, comme par exemple les réseaux bayésiens. Mais les réseaux bayésiens n'apprennent pas comme tels. Dans la mesure où ils sont basés sur la logique des probabilités, ils peuvent représenter les résultats successifs de l'apprentissage à partir de la loi de Bayes. Ils sont capables de dire, voici la connaissance que j'ai, si j'ai un devoir à faire, elle va être dans la bibliothèque. Ensuite, j'apprends que la bibliothèque a un horaire restreint, donc j'ajoute une deuxième condition en fait qu'elle va être dans la bibliothèque, c'est-à-dire qu'elle a un devoir à faire et que la bibliothèque va être ouverte. De sorte qu'on pourrait dire qu'un réseau bayésien, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une succession de snapshots de l'état de la connaissance. La dynamique par laquelle la connaissance se transforme n'est pas dedans. C'est seulement des états successifs d'apprentissage qui sont représentés. L'approche naturaliste, notamment dans les réseaux de neurones artificiels, fait quelque chose qui est complètement différent de ça.
Elle est capable de catégoriser l'information. Au fur et à mesure qu'on lui envoie des signaux, elle est capable progressivement d'apprendre à les classer. Et donc, de construire des catégories. Elle est capable d'apprendre aussi par petites modifications successives des poids des connexions synaptiques entre les neurones et une petite modification des seuils d'activation des neurones. Le problème, bien sûr, c'est que les réseaux de neurones fonctionnent malheureusement beaucoup plus lentement qu'un système neuronal biologique ne fonctionne, mais il est capable de catégoriser l'information et est capable d'apprendre. Mais le traitement intermédiaire de l'information entre la captation de l'information et l'apprentissage, c'est-à-dire le traitement que le système symboliste faisait très bien, il n'est pas accessible puisqu'il est dans les couches cachées. La conclusion que j'en tire, l'IA naturaliste est performante en entrée et en sortie du système. En entrée parce qu'elle est bonne pour percevoir et pour catégoriser ce qui est perçu, et elle est bonne pour modifier les poids des connexions et faire des apprentissages. Par contre, le traitement intermédiaire entre l'entrée dans le système cognitif, l'entrée d'information dans le système cognitif et la correction du système cognitif reste caché, dans les couches cachées, alors qu'inversement, dans l'IA symboliste, elle est performante dans le traitement intermédiaire d'information entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire elle est capable d'expliciter dans tous ses détails comment le raisonnement se fait. Et donc, à ce moment-là, les faiblesses d'une approche sont les forces de l'autre réciproquement. Et ça, c'est très important de voir ça, parce que comment vous pensez que la science fonctionne? Malheureusement, elle fonctionne avec des modes. Alors, dans les années 70, tout le monde faisait de l'IA symboliste. Et depuis que les réseaux de neurones ont commencé à développer, tout le monde fait des réseaux de neurones et personne ne s'intéresse aux approches symbolistes et considère que les logiciels n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. Comment dépasser cette opposition? En s'appuyant sur la trichotomie des explications, selon David Marr, et le recours aux outils de la logique. Au début des années 80, David Marr a fait un magnifique livre sur la vision, et ce qui a été très retenu de ce qu'il a fait, c'est la trichotomie des explications. David Marr me dit, dans les sciences cognitives et dans la connaissance scientifique en général, il y a trois niveaux pertinents d'explication. Le niveau physique, le niveau computationnel et le niveau algorithmique. Si vous prenez par exemple une calculatrice, le niveau physique, c'est les circuits électriques que l'ingénieur a construits. Le niveau computationnel, c'est le modèle mathématique que les mathématiciens s'assurent qu'il est présent dans la calculatrice pour ne pas faire l'erreur de calcul. Et le niveau algorithmique, c'est le manuel de directive pour l'utilisateur, sur quel piton peser pour faire une addition, une soustraction, une multiplication, etc. Et donc, quand on est, selon moi, quand on est capable d'expliquer dans une machine ou dans un système d'objets en interaction la dimension physique, la dimension computationnelle, la dimension algorithmique, on a un système d'explication qui est pertinent. Donc, on met à contribution, et vous voyez encore qu'on est dans l'interdisciplinarité, l'ingénieur, le mathématicien et, on pourrait dire, le psychologue ou le sociologue qui vous explique comment manipuler la machine. OK. Dans la tradition symboliste, le computationnel et l'algorithmique se rejoignent. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte tendance rationaliste forte dans la tradition symboliste qui consiste à dire, la pensée, c'est du traitement computationnel de l'information, et donc c'est l'idée que monsieur et madame tout le monde, ou bien il résonne comme un logicien ou un mathématicien, ou devrait à tout le moins raisonner comme un logicien ou un mathématicien. Et donc à ce moment-là, on a tendance à considérer que le computationnel et l'algorithmique, c'est la même chose. Dans la tradition naturaliste, où on est beaucoup moins rationaliste, voire parfois anti-rationaliste, on va considérer que le computationnel et l'algorithmique ont tendance à différer. C'est-à-dire le modèle mathématique, par exemple le treillis-bout, et d'autre part, la manière par laquelle dans les faits les humains raisonnent, en faisant des sophismes ou en faisant des expressions valides, c'est deux choses différentes. OK. Dans le raisonnement, le computationnel, c'est le modèle idéal, et l'algorithmique, c'est la procédure spontanée. Et sur la prochaine diapositive, je vais parler quelques minutes de la théorie des processus duaux, selon laquelle l'humain est capable et porté spontanément à raisonner de manière simple, et est capable, mais avec difficulté, et pas souvent, et avec éducation et avec apprentissage, de fonctionner en système S2, c'est-à-dire d'avoir un comportement computationnel au-delà du comportement algorithmique. Notre approche, qu'est-ce qui la caractérise? Elle est une approche qui se définit dans une perspective interdisciplinaire, à la fois psychologique, informatique et logique. C'est-à-dire construire à l'aide des outils de la logique des modèles computationnels de l'expertise logique. Là, pour l'instant, on est avec les logiciens en S2, mais aussi du raisonnement spontané, S1.
Et là, on est avec personne. Pourquoi? Parce que les psychologues s'intéressent au raisonnement spontané, mais en faire des modèles computationnels, ce n'est pas du tout leur tasse de thé. Et aussi de faire des modèles computationnels de l'apprentissage par suppression différentielle. L'idée à la base, c'est que les raisonneurs spontanés utilisent des algorithmes, des procédures, mais ces procédures, et c'est là qu'intervient mon travail, ces procédures peuvent être modélisées comme étant des parties de systèmes computationnels. OK. La théorie des procédures, juste une minute là-dessus, à partir des travaux de Evans, Stanovich, Kahneman, etc. C'est l'idée selon laquelle il y a deux systèmes de traitement du raisonnement dans l'esprit humain. Et d'ailleurs, des travaux, par exemple, de Goel ont montré que ça se situe dans des lieux différents dans le cerveau, dans les centres différents. S1 est inconscient, S2 est conscient. S1 est implicite, c'est-à-dire on n'explicite pas le raisonnement, on le fait sans s'en rendre compte. L'autre est explicite. S1 est automatique, S2 est contrôlé. S1 est intuitif, S2 demande une évaluation critique de la situation. S1 est fait sans effort, spontané. Tout le monde le fait spontanément. S2 demande un effort. S1 est rapide, S2 est lent. S1 est commun à l'humain et aux animaux. Il ne requiert pas le passage par le langage, par des manipulations de symboles. Par exemple, quand l'animal fait une action pour survivre, quand l'animal se met en position de chasse, il fait de l'inférence de type S1 et non un raisonnement explicite. Alors que S2 serait spécifique à l'humain et nécessiterait l'utilisation d'un langage articulé. S1 est associatif et holiste. S2 est basé sur des règles. S1 se fait en parallèle, on peut le faire en même temps qu'on fait d'autres actions. Alors qu'S2, il est séquentiel. Quand je suis dans le S2, je ne fais que ça. Dans le cours de logique, on ne peut pas penser à sa blonde, penser à la partie de 4, on va jouer le sort, etc. en même temps qu'on résout le problème, ça ne marche pas. Et S1 est spécifique à un domaine donné, S2 est général, S1 est évolutionnairement ancien, S2 est récent, S1 est prélogique, S2 peut être logique. S1 est activé par défaut, alors qu'S2, pour l'activer, il faut inhiber S1 qui est opérant par défaut. OK. Je reviens maintenant à mon modèle computationnel du raisonnement logiquement valide en logique classique des propositions. C'est ce trade-book qui fait en sorte que quand je parle de l'extrémité d'un segment à gauche, je vais vers l'extrémité du même segment à droite, je fais un raisonnement logiquement valide. Si par exemple, c'est le cas qui se passe P et qui ne se passe pas Q, alors je peux dire que c'est le cas aussi que ou bien j'ai P ou bien j'ai Q. Si c'est ça, c'est le cas aussi que P et Q sont incompatibles entre eux, et ainsi de suite. Et donc, par transitivité, je peux partir de là, aller là, aller là, aller là, etc. Est-ce que je peux aller par là? Jamais valide du point de vue de la logique. Aller de droite à gauche, on pourrait dire que ce sont des sens uniques, des one-ways du point de vue de la logique. OK. Voici maintenant, je regarde l'heure, je peux passer 2 minutes, je peux en passer 10 ou 15 là-dessus. J'ai ici une synthèse du modèle computationnel du raisonnement créatif en S1 et du raisonnement logique en S2. Le raisonnement logique en S2, c'est ce qui est en vert. C'est mon traîneau de la diapo précédente. Okay? Les segments rouges, qu'est-ce que c'est? C'est les comportements que nous avons quand nous faisons un segment rouge de droite à gauche, quand nous faisons un sophisme ou un raisonnement créatif. Et les segments rouges qui vont de gauche à droite, c'est ce que nous faisons quand nous faisons une suppression d'inférence valide. Je vais prendre l'exemple simple de Marie et de la bibliothèque. Si Marie a un devoir à faire, alors elle va étudier dans la bibliothèque. C'est un si alors raisonnement que j'ai ici. Quand je dis si Marie a un devoir à faire, alors elle étudie dans la bibliothèque, Marie a un devoir à faire, donc elle étudie dans la bibliothèque, je fais un modus ponendo ponens. En affirmant l'antécédent, je peux affirmer le conséquent, et c'est en vert, c'est logiquement valide du point de vue de la logique. Quand je fais le modus tollendo tollens, tolérer pour nier. Si P alors Q et non Q, donc non P. Si Marie a un devoir à faire, elle étudie dans la bibliothèque, elle n'a pas étudié dans la bibliothèque, donc elle n'a pas de devoir à faire. C'est logiquement valide, je suis en vert. Je suis dans le raisonnement logique ici. L'affirmation du conséquent et le déni de l'antécédent sont en rouge. Ce sont des erreurs sur le plan strictement logique. C'est-à-dire que si Marie a un devoir à faire, elle étudie dans la bibliothèque, et affirmation du conséquent, elle étudie dans la bibliothèque, donc c'est parce qu'elle a un devoir à faire. C'est pas certain. Sophisme. Par contre, si je fais le sophisme, ça veut dire que je pars de là et que je me rends là. C'est-à-dire que je considère que, alors qu'on m'a dit si Marie a un devoir à faire, elle étudie dans la bibliothèque, moi j'interprétais ça comme étant
Marie a un devoir à faire. Si Marie a un devoir à faire, elle va essayer de dans la bibliothèque. Et si elle est dans la bibliothèque, c'est qu'elle a un devoir à faire. De sorte qu'équivalence entre les deux, je réduis la situation à une seule cause possible. La seule cause qui peut expliquer qu'elle est dans la bibliothèque, c'est qu'elle a un devoir à faire. Et donc, à ce moment-là, les sophismes, mais les inférences créatives aussi. C'est-à-dire que si je vois Marie tard à la bibliothèque, c'est un sophisme de dire « je suis certain qu'elle avait un devoir à faire ». Mais ce n'est pas un sophisme, c'est je dis, comme l'inspecteur de police, probablement qu'elle avait un devoir à faire. Et donc, à ce moment-là, selon la manière que j'interprète ce raisonnement-là, soit que je fais un sophisme si je suis dogmatique dans la certitude, soit que j'émets une hypothèse explicative pour expliquer sa présence à la bibliothèque. Et donc, à ce moment-là, dans le cas des inférences créatives, comme des sophismes, je fais un mouvement de droite vers la gauche qui est non valide. On peut faire aussi des mouvements, et donc, à ce moment-là, le modus polendo-polens est valide, le modus tolendo-tolens est valide, du point de vue logique, mais du point de vue des inférences créatives, je mets à faire l'affirmation du conséquent et le déni de l'antécédent, qui ne sont pas valides d'un point de vue strictement logique, mais que j'accepte si je fais le raisonnement créatif et si je fais le sophisme. Inversement, quand je fais une suppression d'inférence valide, je fais un mouvement qui, du point de vue logique, est en rouge. Au lieu d'aller de droite vers la gauche, il va de gauche vers la droite. Marie a un devoir à faire. Si Marie a un devoir à faire, elle va essayer dans la bibliothèque. Marie a un devoir à faire. Est-ce qu'elle va essayer dans la bibliothèque? Ça dépend de l'ouverture de la bibliothèque. Donc, j'interprète, si Marie a un devoir à faire, alors elle va essayer dans la bibliothèque comme étant, si Marie a un devoir à faire et que par ailleurs la bibliothèque est ouverte, alors elle va essayer dans la bibliothèque. Et donc, à ce moment-là, je refuse de faire le modus ponendo-ponens et le modus tolendo-tolens. Quand je raisonne logiquement, la moitié de mes raisonnements sont valides, l'autre moitié n'est pas valide. Quand je veux faire un raisonnement créatif, une hypothèse créative, ou que je fais carrément un sophisme, tous ces raisonnements-là deviennent valides. Quand je fais la suppression d'inférence valide, aucun de ces raisonnements-là n'est valide. Donc, on est dans une situation où, quand je vais vers la gauche, j'ai une tendance à la pensée convergente. Je crée de l'information que je n'avais pas dans mes prémices. J'augmente mon information indûment par rapport à ce que j'avais dans mes prémices. J'ai tendance à être dogmatique. Quand je vais dans l'autre sens, j'ai tendance à quoi? À être sceptique. Il n'y a pas aucun raisonnement qui est valide si j'exagère cette position-là. Et donc, le dogmatisme, c'est une tendance spontanée dans notre fonctionnement cognitif du point de vue du raisonnement. De la même manière que le scepticisme est une tendance spontanée. Et on pourrait dire qu'il y a des gens parmi nous qui sont plus portés vers le dogmatisme et d'autres sont plus portés vers le scepticisme. Ici, à peu près tous nos raisonnements sont valides quand on va dans le sens du dogmatisme. À peu près tous nos raisonnements sont invalides quand on va dans le sens du scepticisme. Et où est la rigueur scientifique dans un juste équilibre entre les deux? C'est-à-dire qu'on crée de l'information pour faire des hypothèses en allant vers la gauche, et quand on apprend du nouveau à savoir que la bibliothèque a un horaire qui est limité, bien à ce moment-là, on fait un apprentissage et on va vers la droite. Et à ce moment-là, vous voyez aussi, il y a moins de lois logiques quand on va vers la gauche, plus de lois logiques quand on va. C'est-à-dire, plus de lois logiques quand on va vers la gauche, moins de lois logiques quand on va vers la droite, du point de vue du raisonneur spontané, du raisonneur savant. Et ici, quand on fait des mouvements cognitifs de ce côté-là, on est dans la pensée divergente, on crée de la probabilité logique. Dans l'autre sens, on fait de la pensée convergente, on crée de l'information. OK. La cognition est très beau. La cognition humaine est très flexible, notamment pour traiter très beau de manière élastique. C'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente. Autrement dit, notre rapport au Treibo, on traite le Treibo un peu comme un accordéon dans le fonctionnement cognitif, au grand déplaisir des stricts logiciens. C'est-à-dire que dans le raisonnement créatif et les sophismes, on rétrécit le Treibo, on est porté à le fermer, à considérer beaucoup de raisonnements comme valides. Dans le raisonnement logique, on respecte le Treibo, notre accordéon est intermédiaire. Puis dans les suppressions d'inférences valides et les apprentissages qu'elles permettent de réaliser, nous étirons le Treibo au-delà de ce que la logique permet. OK. La portée de notre approche sur la cognition. Par notre approche, c'est-à-dire qu'il y a une approche par l'étude computationnelle des structures de raisonnement, ça nous permet de tirer des conclusions cognitives. Le raisonnement spontané tend à être créatif et donc à nous faire créer des hypothèses nouvelles, mais le problème, c'est qu'il nous rend facilement portés à faire des sophismes. Il est rapide, économique et souvent efficace pour connaître. Parfois, l'inspecteur de police, et j'allais dire parfois aussi le médecin en urgence, font des bons diagnostics par abduction. Mais ce raisonnement spontané peut nous rendre dogmatiques, nous induire en erreur, nous faire penser le monde en termes de cause unique et nous empêcher ainsi d'apprendre.
Un coup que j'ai trouvé une cause possible, j'arrête de penser, de réfléchir, de chercher, je considère que c'est la seule cause possible. Le raisonnement logique, il nous permet d'organiser systématiquement nos informations, d'augmenter ainsi notre mémoire, d'avoir une attitude scientifique en évitant le dogmatisme et en traitant nos raisonnements spontanés comme des hypothèses à tester, non comme des vérités, non comme des certitudes. Alors, j'ai fait une adduction, j'ai fait une analogie, j'ai fait une induction. C'est nécessaire de faire ça, qui n'est pas logiquement valide, pour créer une hypothèse scientifique. Mais maintenant, il faut la tester. C'est toute la différence entre faire de la science et être dogmatique et considérer que mon induction, mon adduction ou mon analogie est une vérité certaine. Et le raisonnement logique peut aussi nous empêcher d'apprendre en nous faisant rejeter les inférences créatives ou encore en nous faisant rejeter les suppressions d'inférences valides. Si je dis, après avoir dit si ma main devoir faire doit être citée à la bibliothèque, elle a un devoir à faire, donc elle va être citée à la bibliothèque. Si la bibliothèque est ouverte, alors elle va être citée à la bibliothèque, elle a un devoir à faire, donc elle va être citée à la bibliothèque. Et ensuite, si je reviens avec si ma main a un devoir à faire, et que la personne me dit ça dépend de l'ouverture de la bibliothèque, c'est logiquement invalide de faire ça. Mais c'est cognitivement parfaitement pertinent de faire ainsi. Désormais, j'ai une chaîne causale qui, au lieu d'avoir une seule cause suffisante pour produire l'effet, à savoir qu'elle a un devoir à faire, c'est une conjonction de causes qui devient la condition suffisante, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait un devoir à faire, mais encore faut-il aussi que la bibliothèque soit ouverte pour qu'elle étudie dans la bibliothèque. Donc, avoir un raisonnement strictement trop logique nous empêche d'étirer le rainbow et nous empêche d'apprendre en nous faisant rejeter les inférences créatives ou les suppressions d'inférences valides. La suppression d'inférences valides n'est pas logiquement valide, mais c'est un mécanisme fondamental d'apprentissage. Notre approche computationnelle permet de tirer plusieurs hypothèses nouvelles pour l'expérimentation en sciences cognitives du raisonnement. Par exemple, nous avons, avec mon assistante Jenny Brisson, démontré qu'il y a des sophismes d'incompatibilité que nous avons tendance à faire. Je vais revenir en arrière si vous me permettez ici. La littérature en sciences cognitives du raisonnement avait documenté beaucoup les erreurs d'affirmation du conséquent et données dans l'antécédent en traitant ceci comme ceci. Elle avait un peu étudié les sophismes avec les disjonctions en traitant les disjonctions inclusives comme étant des disjonctions exclusives. Quand je ne dis pas spécifiquement que c'est exclusif, bien, la possibilité de la situation inclusive existe. Et donc, ceci est documenté, ceci est documenté. Personne en sciences cognitives du raisonnement va travailler là-dessus, notamment parce que l'opérateur d'incompatibilité est connu des logiciens, mais pas des psychologues du raisonnement. Alors, personne n'avait travaillé là-dessus. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Étant donné que le raisonnement spontané a tendance à faire ça, ça et ça, il va aussi avoir tendance à faire ça. Et donc, à ce moment-là, on a fait de l'expérimentation sur des raisonnements avec des incompatibilités et nous avons découvert qu'effectivement, les raisonnements spontanés ont tendance à faire des sophismes sur les raisonnements avec des incompatibilités, c'est-à-dire à les traiter comme des disjonctions exclusives. La conséquence cognitive de ça, parce qu'on pourrait dire, ben oui, après, et notre pas le logicien, c'est pas plus grave que ça. Oui, il y a une conséquence très grave de ça. C'est que ça fait en sorte que les humains acceptent très facilement les faux dilemmes. Pensez par exemple comme ce qui est arrivé avec une guerre, ce qui n'est pas rien quand même. Quand George Bush, le fils, s'est présenté aux Nations Unies, il a dit « If you're not with us, if you don't make war with us against Iraq, you're with them, you're with the terrorists. » Et à ce moment-là, la plupart des dirigeants des pays ont dit « Ah oui, c'est bien vrai, il faut absolument entrer dans la guerre avec la coalition contre l'Irak. » C'est-à-dire que c'est un exemple typique de faux dilemme. On peut très bien être contre le terrorisme sans considérer qu'il faut faire la guerre à l'Irak. Et donc, vous voyez les conséquences à ça, très importantes. OK. Notre approche, donc, par l'étude computationnelle sur ce raisonnement, permet de tirer des conclusions cognitives. Le raisonnement spontané étant être créatif à nous faire commettre des sophismes, il est rapide, économique, souvent efficace pour connaître, mais il peut nous rendre dogmatiques et nous faire faire des sophismes. Le raisonnement logique nous permet d'organiser systématiquement nos informations, d'augmenter ainsi notre mémoire, d'avoir une attitude scientifique en évitant le dogmatisme, en traitant nos raisonnements spontanés comme des hypothèses qu'il faut tester et non comme des vérités. Mais il peut aussi nous empêcher d'apprendre en nous faisant rejeter les inférences créatives ou les suppressions d'inférences valides. La suppression d'inférences valides n'est pas logiquement valide, mais c'est un mécanisme fondamental d'apprentissage. Notre approche computationnelle nous permet de tirer, comme dans l'exemple que j'ai donné avec les incompatibilités, plusieurs hypothèses nouvelles sur l'expérimentation en sciences cognitives de raisonnement. La portée de notre approche sur l'IA, intégrer à l'IA les inférences créatives, les inférences logiques et les suppressions d'inférences valides, lorsqu'elles sont cognitivement pertinentes, peut être la vue pertinente à explorer pour dépasser les limites de l'IA symboliste et de l'IA naturaliste. Pourquoi? Parce que dans l'IA symboliste,
la possibilité de créer du nouveau ou d'apprendre n'est pas opérante. Et dans l'IA naturaliste, créer des nouvelles catégories et apprendre est là, mais toute la rigueur déductive séquentielle des inférences est absente. Le machine learning et le deep learning gagneraient peut-être à se rapprocher des outils formels de la logique. Et ça, c'est très, très à contre-courant. Il y a des logiciens qui font de la logique sur le tableau. Autrefois, ils faisaient de l'intelligence artificielle, maintenant, ils n'en font plus parce que les naturalistes ont pris leur place. Il y a des naturalistes qui travaillent sur des réseaux de neurones et qui ne connaissent pas la logique, qui ne s'intéressent pas à la logique, qui considèrent que la logique n'est pas pertinente. À partir de notre approche sur l'éducation, après tout, on est dans une institution d'éducation et moi, ça fait un petit bout de temps que je suis dans l'éducation, que j'essaie de lutter contre la bêtise humaine. C'est un long combat. Les raisonnements créatifs peuvent engendrer le dogmatisme lorsqu'ils sont considérés comme vrais, comme logiquement valides. L'induction est source de préjugés, les signes qui seraient tous blancs. L'analogie est source de confusion, les êtres et les hommes qui seraient de la même espèce. L'induction est source de limitation causale. Dès que je vois Marie à la bibliothèque, je sais pas ce qu'elle a à devoir à faire, voyons, c'est bien évident. Le raisonnement créatif, par contre, permet de découvrir les connaissances nouvelles lorsqu'ils sont traités comme des hypothèses à tester. Notre aptitude à faire des raisonnements créatifs est à la fois la source de notre tendance au dogmatisme, tout autant que notre aptitude à développer un esprit scientifique. Tout dépend de la façon dont on traite ce raisonnement. Et la suppression des inférences valides peut engendrer le scepticisme radical. Ça, c'est la personne qui dirait, comme l'a dit un peu mon ami Keith Stanley, qui considère que le monde est trop ouvert. Si Marie a un devoir à faire, va-t-il à la bibliothèque? Et la personne qui dirait, ouais, mais tout à coup, il y a un feu à la bibliothèque. Ah, tout à coup, la fin du monde arrive. Tout à coup. Tu ne peux pas raisonner, tu ne peux pas être efficace, tu ne peux pas penser, tu ne peux pas résoudre tes problèmes, tu ne peux pas sauver dans ton environnement. Si tu essaies d'envisager toutes les possibilités de catastrophes qui peuvent se passer dans l'univers. Et donc, à ce moment-là, le scepticisme radical, c'est une tendance spontanée qui nous vient dans notre attitude à supprimer les inférences valides. Les suppressions des inférences valides, néanmoins, lorsqu'utilisées avec parcimonie, sont un mécanisme d'apprentissage très important pour nous. Et l'éducation à la rationalité scientifique devrait se faire par l'éducation au raisonnement créatif, raisonnement logique et suppression d'inférences valides lorsque pertinent, en visant un équilibre entre nos tendances spontanées au dogmatisme, à fermer l'accordéon, et nos tendances spontanées à étirer l'accordéon d'une manière dysfonctionnelle, qui serait la suppression systématique d'inférences valides. Et donc, nous avons dans notre structure de fonctionnement cognitif, quand on analyse le fonctionnement du raisonnement humain, cette tendance spontanée à la fermeture dogmatique et cette tendance spontanée à l'ouverture au scepticisme. Des fois, on pourrait dire de quelqu'un, c'est effrayant, ce gars-là, c'est dogmatique, c'est un idiot. Non. C'est quelqu'un qui va dans le sens de fermer l'accordéon du raisonnement du Straight. Puis, au lieu de dire à quelqu'un d'autre, il doute de tout, il est complètement sceptique. Non. Les deux tendances sont en jeu. Et développer l'esprit scientifique, ce n'est pas simple. C'est essayer de construire un équilibre intermédiaire entre les deux. Et je pense que j'ai terminé, oui. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Et vous pouvez deviner que beaucoup des travaux que je fais dans mon laboratoire sont dans cet esprit-là. Et à ce moment-là, on étudie, par exemple, toutes sortes de manières de raisonner spontanément dans les contextes modaux, dans les contextes polyvalents, dans les contextes flous, etc. Et aussi comment différents types d'inférences créatives interviennent dans la formulation des hypothèses scientifiques ou comment ces différents types-là interviennent lorsqu'on est dogmatique et qu'on est porté à faire des faux dilemmes, qu'on est porté à considérer que telle personne a tout le temps raison quand elle parle, que telle autre se trompe tout le temps, et ainsi de suite.